sur ce second sommet. Eh bien, moi aussi, parce que le premier a été vraiment extra comme expérience et comme retour aussi. Donc, vraiment heureuse de faire partie de la deuxième édition également. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente donc Caroline Derumini. Tu es psychoanalyste clinicienne et psychogénéalogiste et créatrice de la méthode d'accompagnement Déracinez-vous, qui est une méthode d'accompagnement unique en France que tu viens de créer. Et moi, je voudrais qu'on en parle quelques minutes quand même pour expliquer cette méthode, à quoi elle sert. Alors, moi, je sais que c'est lié à tout ce qui est psychogénéalogie, justement, mais est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour les gens qui nous suivent? Eh bien oui, en fait, la méthode du coup Déracinez-vous, elle a pris naissance après le premier sommet, parce que c'est vrai que les personnes ont été vraiment très intéressées par la psychogénéalogie et le décodage biologique. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une synthèse de tout le déroulé que je vais avoir en cabinet avec mes consultants en préparation. Et du coup, je me suis dit, dans un premier temps, ça pourrait être sympa pour eux de travailler en semi-autonomie. Donc, c'est un programme où il y a vraiment tout le côté module théorique que, que je présente, mais aussi une grosse partie d'accompagnement holistique. Donc, l'intérêt de la psychogénéalogie, c'est vraiment de relier le corps, l'esprit et l'âme. Et en fait, il y a vraiment tout le déroulé de comment est-ce que la personne doit aussi entamer, amorcer un premier décryptage pour arriver à la finalité qui est la libération des fardeaux familiaux. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus dans le côté Oui, parce psychogénéalogie que c'est de le la but chose. de la conférence aujourd'hui, c'est que tu nous en dises un peu plus sur la Tout à psychogénéalogie. fait. Mais en tout cas, ton programme, ce qui est bien, c'est que c'est pas de l'autonomie totale, c'est de la Non, semi-autonomie parce qu'en fait, ça mélange à la fois du travail qu'on va faire soit de son côté, où on a des tout à déblocages fait. qui s'effectuent, parce que bon, pour moi, avoir fait un travail avec toi en psychogénéalogie, je peux le valider avec beaucoup d'aisance, c'est que quand on travaille sur son arbre, il y a des choses qui se débloquent, ça c'est évident. Il y a des sessions avec toi aussi pour justement faire un feedback sur ce travail qui a été Tout fait. à fait. Un feedback et puis même un accompagnement parce que du coup, il y a un groupe privé sur WhatsApp, il y a des lives que je fais du coup sur Zoom où les personnes en groupe et en demi-groupe, en semi-groupe peuvent poser plein de questions et s'échanger sur la progression de leur arbre, leur trouvaille, de leur résonance, de leur résistance. Voilà, il y a une énergie, un égrégore qui se crée au rythme, au fur et à mesure de tout ce qui va être travailler et libérer et c'est génial. Enfin, Et je peux que voilà. confirmer que c'est top, effectivement. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet pour présenter ce qu'est la psychogénéalogie et éventuellement si tu peux donner la différence avec le transgénérationnel, parce que Mhm. parfois on a tendance à mettre les deux dans le même panier. Oui, alors c'est vrai que parfois on a tendance à mettre les deux dans le même panier, surtout quand on parle en psychologie, parce que le transgénérationnel va être à la base un outil que l'on va travailler en tant que psychologue, comme on travaille avec l'hypnose ou comme on travaille avec la PNL ou l'analyse systémique ou l'analyse transactionnelle. C'est des outils en fait qu'on va servir au fur et à mesure des entretiens cliniques. Quand on voit que la personne, elle va un petit peu buter sur certaines choses, on va s'en servir comme support pour avoir un moyen de discussion avec la personne, un moyen d'échange et se baser sur quelque chose. Donc ça, c'est le transgénérationnel. Ça va vraiment être travaillé sur les 3 générations. Donc généralement, la personne n'a pas de recherche à faire. La personne vient, il sait très bien son père et sa mère, ses grands-parents, il a une vision, on va dire, assez élargie de la cellule dans laquelle il a grandi. Les arrière-grands-parents, s'ils sont encore vivants, il les a aussi. Sinon, c'est par retombée ou par mémoire. Et ça s'arrête là. En fait, c'est le transgénérationnel. Le patient va se placer dans un tout au sein de sa famille. Et le fait de poser déjà sa place, le fait de regarder de là où il vient, de regarder des répétitions qu'il n'aurait peut-être pas vues autrement que posées sur le papier, eh bien, il va y avoir un support à la discussion avec le lien d'attachement aussi qui va être travaillé. Donc ça, c'est de la psychologie pure, je vais dire. Donc c'est le transgénérationnel. Le psychogénéalogique,
lui, ça va être la prolongation du transgénérationnel. C'est quelque chose qui déjà va être amorcé et ce titre, il va être mis et pris par Anne Ancelin. C'est elle qui l'a déposé. Pris et mis, c'était pas forcément les bons mots, mais déposé. C'est Anne Ancelin qui a déposé la psychogénéalogie parce qu'elle est allée voir plus loin et elle a été allée voir comment est-ce que les traumatismes, comment est-ce que les résonances, comment est-ce que les secrets, les conflits qui sont vécus vont avoir un impact et comment ça va conditionner les faiblesses ou les atouts des personnes à travers les cellules, à travers l'ADN, à travers la mémoire de l'eau, à travers les fascias qui se trouvent à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est on va dire, mon côté justement avec Déracinez-vous, c'est l'étendue que je vais avoir sur ce côté holistique. Mais la psychogénéalogie, sans parler d'holistique à la base, ça va vraiment être aussi tout ce que va être imprégné nos cellules et notre corps à travers les générations qui fait que nous, vivants, nous sommes un réceptacle de traumatismes et ressources qui vont être vécus antérieurement et qui n'ont pas été résolus. Et que l'inconscient, en fait, va nous mettre sur différentes formes, vers différents messages, vers différents destins de la vie courante, pour que du coup, on puisse essayer de réaliser ce qui va pêcher chez nous, mais sans travail, l'inconscient nous le resserre très régulièrement. Et c'est un peu, tu sais, le genre de discours où on dit ah ben il m'arrive toujours ce genre de choses, ou à tel moment dans ma vie j'ai toujours un blocage, ou je rencontre que des personnes qui ont cette difficulté-là et moi ça me remet mal. Et on a l'impression qu'on est toujours lourdement chargé. Eh bien en fait ça va être ça, c'est que c'est pas forcément un mal, il faut le prendre comme un cadeau que fait notre cerveau et notre inconscient. C'est comme les maladies, c'est on se dit mais et encore encore sur moi que ça tombe, ou encore ce mal-être qui va être administré, mais en fait ça vient faire écho et résonance à quelque chose que l'on doit travailler. Et nous en fait consciemment on dit j'en veux plus, je le mets de côté, alors qu'il faudrait dire j'en veux plus donc je le travaille et je Mmh. vais chercher la cause. Tu vois, moi, je prends souvent en exemple avec mes consultants entre la poule et l'œuf. En thérapie, on peut tuer la poule très régulièrement. L'œuf, en fait, tant qu'il n'est pas réglé, il peut éclore et au bout de 3 4 ans, la problématique va ressortir. Si on remonte et qu'on tricote au niveau de son arbre et qu'on va aller regarder là où la poule a commencé, de retrouver l'œuf, on va avoir la possibilité de s'en libérer une bonne fois pour toutes en fait. Et remonter l'inconscient au conscient va permettre à l'inconscient d'arrêter de nous le proposer régulièrement de notre vie et qu'on va pouvoir se libérer de certaines charges qu'on n'a pas besoin de vivre, de subir en fait. Donc là, on a le côté psychogénéalogique. On n'est plus que dans le transgénérationnel où on va regarder les répétitions familiales, on va regarder tout ce qui va être le lien de l'attachement, comme je disais tout à l'heure, ou quelque chose qui va être vraiment plus de l'ordre de la poule. En psychogénéalogie, on va aller chercher un petit peu plus haut. Et ça, il y a des méthodes pour ça. Donc, c'est vraiment tout le langage de l'inconscient, tout le côté analytique, psychanalytique, les lapsus, les rêves, l'hypnose. C'est pour ça que moi, dans ma méthode, je mets aussi beaucoup d'holistique pour le recentrage et l'ancrage sur soi-même, parce qu'en fait, les clés, on les a à l'intérieur de soi. Et moi, je vais juste être le guide qui va faire remonter ça à la surface. Mmh. Et en fait, alors, si je reprends un peu ce que tu nous as dit là sur la psychogénéalogie et que je prends des exemples comme ça qui me viennent, une personne qui, par exemple, sur le plan, bah tiens, on va prendre le plan du sommet, hein, le thème du sommet, le surpoids, les troubles métaboliques. Quelqu'un qui serait justement dans la prise de poids et qui serait dans un effet un petit peu yo-yo, c'est-à-dire qu'elle va prendre et puis elle va perdre, elle va prendre, elle va perdre, etc. Est-ce qu'on peut dire que ça pourrait avoir un lien justement sur le plan psychogénéalogie parce qu'elle porte le poids émotionnel, familial de quelque chose qui n'a pas été résolu et que donc du coup ça va se représenter à elle et que ça la plonge dans un schéma comme ça un petit peu de yo-yo? Totalement. Alors, après, il ne faut pas tomber dans des dérives.
Non, faut pas complètement. généraliser, hein, faut pas généraliser, bien Voilà, faut sûr. pas généraliser. Moi, je fais toujours attention et même quand les personnes viennent me voir en disant j'ai tout essayé, j'ai pas réussi, est-ce que la psychogénéalogie peut être une source ben de Un salvatrice, outil. on va Mmh. dire, hein, de guérison, un outil. Moi, je leur dis attention, tout n'est pas psychogénéalogique comme tout n'est pas médical. Dans le sens où si du côté médical, vous avez essayé énormément de choses, oui, alors on va regarder le côté psychogénéalogique, le côté même, je vais dire, psychique, parce que s'il y a comme ça, on appelle ça en psychogé, les dates d'anniversaire, où il y a cet effet yo-yo, où c'est à chaque automne qu'il y a une prise de poids, ou si à chaque printemps, on a un souci par rapport à, des, à des troubles alimentaires, oui, il y a fortement de chances qu'avec la psychogénéalogie, on puisse enfin s'en débarrasser. Moi, j'ai vraiment des exemples avec des consultants qui dernièrement même avaient, alors on va dire c'est pas grand-chose, mais pour les personnes, c'est beaucoup. 3-4 kilos qu'ils n'arrivaient pas à se débarrasser, un espèce de, par exemple, il me le matérialisait en bouée autour d'eux. Tu sais, le côté où ça entoure tout mon ventre, je ne suis pas grosse, mais j'ai cette bouée qui n'arrive pas à partir. Et ça, en fait, on peut le travailler. Ça peut être vraiment toutes les résonances de différents poids familiaux pour lesquels on peut hériter. Et ça, il y en a quelques-uns de poids familiaux. Je pourrais enfin On en voilà, quand parlera on après, rentrera ouais. plus, voilà, plus profondément dans le sujet, il y a vraiment plusieurs types de poids familiaux qui vont jouer sur le corporel. Et vraiment, ce genre de morphologie physique qui ne nous appartient pas, on peut s'en débarrasser. D'accord. J'en ai la preuve avec mes consultants qui m'envoient des Oui, et photos du puis avant-après, qui m'envoient, j'ai voilà, pu le constater avec des consultants à moi aussi que je t'ai envoyé, donc oui, je ne peux que bon, confirmer. exactement. Du coup, C'est extraordinaire. ouais, bah oui. Du coup, la psychogénéalogie, est-ce qu'on parle d'une spécialité ou est-ce qu'on parle d'un outil thérapeutique? Alors, une spécialité, on ne peut pas dire que ça soit une spécialité parce que ce n'est pas un titre reconnu. C'est un titre qui a été, comme je disais tout à l'heure, euh, protégé par Anne Ancelin. C'est C'était une développé en méthode 1970, d'accompagnement. c'est C'est ça? ça, dans les années 70, exactement. Où elle disait par exemple qu'une petite qui avait de l'asthme pouvait être le réceptacle d'un arrière-grand-parent gazé pendant la guerre, qui avait pris du gaz pendant la guerre. Waouh. Donc voilà comment ça pouvait découler. Oui. Et en fait, elle a expliqué à partir de là beaucoup de théories, enfin beaucoup de tricotage de théories qui en fait se révèlent véridiques, quoi. Enfin, y a vraiment eu des preuves de patients qui, avec ce tricotage, ont pu remonter à certains mots, MAUX, qu'ils avaient et que le corps l'exprimer par son propre moyen, donc bah, là par l'asthme, parce que cette personne-là n'a pas été traitée, l'arrière-arrière-grand-parent, et que du coup, au fur et à mesure des années passant, ce choc émotionnel a imprimé les générations et a fait que cette petite avait de l'asthme. Alors, c'est pas dans un coup de baguette magique non plus. Hein, on ne dit pas, bah ça y est, tu sais que ton arrière-grand-père a été gazé à un moment donné pendant la guerre et toi, t'as de l'asthme. Mais en fait, c'est vraiment un travail de cheminement, de processus. Et le fait que l'inconscient va entendre ce qu'il a été amené à chercher, il n'aura plus à l'exprimer. C'est la fameuse phrase en psychologie que tout ce qui ne s'imprime pas s'exprime. C'est vrai. C'est vraiment l'idée. C'est vraiment très important. Et du coup, Non, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime plutôt. J'ai fait oui, à l'envers. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave, tu sais pourquoi tu l'as fait dans ce sens-là? J'ai fait le Pour que miroir. justement ce soit bien imprimé chez les gens qui nous suivent. Ah ben là, c'est bien imprimé. Tu l'as Donc, fait à on ne peut pas dire l'envers, que ça soit mais une pour que spécialité. justement ce soit l'inconscient qui l'intègre. Ça passe. T'es magique, t'es magique. J'adore. C'est exactement ça. C'est ça, ouais. Non, mais sans blaguer, parce que les gens ils vont pas comprendre, mais Et du ton coup, rôle, on tu le redit tiens la bien phrase jusqu'au et bout, la phrase jusqu'au bout. maintenant, elle est bien comprise. Voilà. Bien Donc, une assimilé. spécialité, on ne peut pas dire ça, mais vraiment un outil thérapeutique, oui, parce que
moi, je pars du principe qu'une fois qu'on a ce support, cette base, on va pouvoir travailler mais tellement de choses avec la personne. Et c'est ce que je propose aussi dans mon programme, c'est que on ne va pas que parler des ancêtres, on va aussi parler du transgé, donc de tout ce qui va être injonction fondamentale de la famille. On va parler des croyances limitantes, on va parler de l'enfant idéal, de comment est-ce qu'on a été conçu, le projet sens. Et en fait, c'est vraiment quelque chose où eh bien, on va découler notre vie, on va découler notre naissance à maintenant, et rien que ça fait du bien. Parce que des fois, on ne sait pas trop par où on prend là, cette pelote de laine. Là. On arrive en thérapie, on dit voilà, tiens, j'ai ma pelote, pour pas dire un autre gros mot, j'ai ma pelote, qu'est-ce que j'en fais? Tenez. Par où je commence? Et là, du coup, par où je commence? Mais c'est vrai. Et du coup, là, on va pouvoir vraiment dérouler le truc avec un fil conducteur, le fil d'Ariane, hein, le fil d'or. Moi j'adore cette métaphore. Et je vais être vraiment là dans cet accompagnement. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aussi, c'est que quelqu'un qui va avoir marqué sur une plaque psychogénéalogiste, faut vraiment faire attention parce que cette personne-là ne va pas avoir une approche psychologique derrière et ne va pas pouvoir vous accompagner dans toutes les résonances, les résistances. Et ça va faire un travail de surface au mieux. Et au pire, ça va mettre en danger la personne. C'est un peu comme les personnes où ça va être hypnothérapeute. Ben ouais, très bien, sympa, sauf que du coup, j'ai arrêté de fumer, mais je suis devenue peut-être anorexique parce qu'on m'a bloqué sur tout ce qui était au niveau du stade oral. Mais l'hypnothérapeute, il ne le fait pas. Par contre, la psychologue ou le psychologue qui pratique de l'hypnose, ça, il va savoir l'accompagner. Et ça, c'est hyper important aussi C'est dans bien tout que ce qui tu le va dises être parce qu'il y a ce toujours genre cette... d'accompagnement. Ouais, c'est bien que tu le dises parce qu'il y a toujours cette notion de quand je vais voir un praticien, comment je fais en fait pour bien choisir mon praticien entre guillemets, et cette notion sur le plan psy de la décompensation psychologique. C'est-à-dire que quand on va chercher à travailler sur soi, et moi ça je l'explique souvent au cabinet parce que quand j'ai des gens qui viennent me voir, parfois on aborde la sphère psy, mais moi je leur dis toujours, là maintenant, à ce niveau-là, moi, je vais vous adresser à un de mes confrères ou de mes consoeurs pour que vous allez pour travailler cette sphère-là, parce que c'est pas moi qui vais la bosser avec vous. Tout à fait. Parce qu'il y a un risque de décompensation. Quand on cherche à travailler sa pelote, pour pas dire un autre terme, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, il y a forcément des choses qui vont ressortir. Une pelote. Il y a une nécessité d'avoir un accompagnement derrière avec une neutralité pour comprendre ce qui se passe, un regard neutre et externe. Et ça, c'est très important. Donc, c'est bien que tu l'aies rappelé ici. Du coup, moi, ma question, c'est euh, dans quel cadre on va aller s'orienter vers la psychogénéalogie? Parce que là, par exemple, moi, là, c'est vraiment la question qui me vient. Ok, bon, ben moi, j'ai peut-être le sentiment, au vu de ce que dit Caroline, que j'ai peut-être besoin de faire un accompagnement en psychogénéalogie. Mais du coup, pour pouvoir un petit peu barder et valider le truc, toi, dans quel cadre tu conseilles? Alors, c'est quelque chose d'assez... le cerveau, c'est quelque chose d'assez simple. Il ne va pas chercher 10 000 solutions, il va travailler par analogie. Si on lui donne quelque chose, il va en déduire une conséquence. On va fonctionner par instinct de survie. Quand il y a le feu, il y a le danger, donc on court. C'est vraiment ce qui va être l'analogie. C'est la nourriture, on va pouvoir vivre. On n'est pas aimé, on va mourir. Ça va être l'analogie du cerveau qui va faire qu'au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de nos expériences, on nourrit cette analogie et comment dire, euh, nos conséquences, nos réactions vont être en fonction de ce qui a été imprimé et imprégné par nos fonctionnements qui ont été appris dans notre environnement par nos parents, par les professeurs, par notre système familial, par la société en général. Donc ça, il faut se dire que on se pose et on se dit qu'est-ce que notre corps nous signale, qu'est-ce qui nous indique et qu'est-ce que manifeste notre problème.
Dans l'idée de manifester, c'est qu'est-ce qui nous invite à explorer. Donc, par exemple, ce poids qui nous dérange, d'accord. Donc ça, c'est le côté conscient. Notre poids nous dérange. Cette, comment dire, ce complexe nous amène à réagir de cette manière, à activer d'autres façons de vivre. Ok, ça, on est dans la conscience. C'est comme ça qu'on a réussi à survivre. Moi, ce que je veux, c'est le cas contraire. C'est justement, donc, pour répondre à ta question, dans quel cadre on doit s'orienter vers cette discipline, c'est quand on n'arrive pas nous-mêmes à se dire quel est le verbe de mon mal-être, de mon poids, comment est-ce que je peux le mettre de manière positive. Quand la personne, du coup, elle est dans un corps qui ne lui convient pas parce que, du coup, elle a des complexes, si elle est amenée, du coup, avec ce corps et avec l'image d'elle-même à vivre mieux chez soi, enfermée, elle va vivre dans un enfermement où sa question de survie, c'est je reste chez moi, je suis bien parce qu'à l'extérieur, il y a danger, il va y avoir quelque chose qui va faire que je me sens mieux chez moi toute seule plutôt qu'à l'extérieur. Donc, en fait, elle a trouvé sa méthode, c'est de ne pas sortir. Mais ça ne règle pas son problème de poids. Moi, là, l'idée, justement, c'est que la personne va se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a danger à l'extérieur? Pourquoi à l'intérieur, on se sent en sécurité? Qu'est-ce que ça va bien faire de manière analogique? Le fait d'être enfermé dans un cocon, dans un utérus, dans un foyer, qu'est-ce qui a pu être joué dans quelque chose? Est-ce qu'il y a une mémoire enfin, je te donne plein d'exemples, hein, de personnes qui a été enfermée dans un placard parce que du coup, ça a évité la violence de ses parents, qui se tapaient dessus et que du coup, elle s'enfermait dans sa chambre à ce moment-là. Cette femme a des enfants, les enfants ne savaient pas que leur mère vive ça, et petit à petit, tac, 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 et là, on se dit, eh bien, moi, je suis l'arrière-petite-fille, et je me sens bien quand je suis chez moi, et puis je me fais une petite, comme ça, une petite enveloppe de protection si jamais il m'arrive quelque chose, et puis je vais prendre un peu de poids, pas grand-chose, mais un peu de poids pour préserver. Eh bien, ça va vraiment être ça, en fait. Ça va être cet ordre-là où la psychogénéalogie, en remontant, on va pouvoir libérer certains fardeaux qui ne nous appartiennent pas, mais qui va y avoir besoin d'exprimer à un moment donné, parce que justement, l'arrière-grand-mère se cachait, pour reprendre mon exemple qui m'est venu comme ça, dans un placard pour éviter la violence de ses parents qui se tapaient dessus, par exemple. Waouh, c'est un truc de dingue ce que tu dis. Ça me fait écho Tu à plein vois? de choses du coup. Oui, ben, j'imagine. C'est dingue, c'est incroyable. Et du coup, quand tu vois, quand tu dis des trucs comme ça, je me dis, mais on est tellement puissant en fait, mais sur tous les plans de nos êtres, hein, physique, mental, émotionnel, enfin, et l'écho que ça peut avoir dans le corps et sur le plan psychique, c'est juste énorme en fait, au niveau générationnel, tu vois. C'est quand on en entend parler, on se dit oui, bon, peut-être. Enfin, moi, je vois les réactions que j'ai parfois quand j'en parle autour de moi de la psychogénéalogie. Et au final, tu vois, quand tu en parles, on se dit, ah oui, quand même, si, ça peut faire écho à ça, et puis ça me fait penser à ça. Et donc, du coup, on voit l'intérêt, en fait, de la discipline, quoi. Donc, c'est... Oui, parce que ça peut te faire sens à des moments donnés, quoi, parce que on a tous des réactions de survie, on a tous des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Donc ça, c'est les gros mots psy, d'accord? Eh bien, dans ces mécanismes, il va y avoir vraiment tout ce qui va être de l'ordre d'une lecture de pourquoi est-ce que notre mécanisme, il a été choisi en étant celui-ci. Et encore une fois, le cerveau, on est dans l'idée que un enfant, un bébé, euh, s'il n'est que nourri et changé, il va mourir. Ça, c'est l'hospitalisme. Ça s'appelle l'hospitalisme, c'est Spitz, c'est un psychologue qui Il a y a eu des études qui ont été faites. théorisé ça. Il y a des Mm, études qui ont été faites mm. sur des orphelinats en Roumanie. Euh, les enfants, quand ils étaient nourris et changés, ils mouraient quand même, ils se laissaient mourir. Un enfant a besoin de 15 minutes d'interaction par jour. Alors, c'est sûr que beaucoup plus, hein, mais au moins pour ne pas Minimum. mourir. Oui, voilà, pour ne pas mourir. Donc, dans ce qui s'appelle les pouponnières, dans tout ça, maintenant, on en est à beaucoup plus. Mais au départ, il y a une centaine d'années, on disait, c'est pas ton enfant, tu t'en occupes pas, t'as pas à faire de câlin, tu l'as nourri, tu l'as changé, tu le laisses. L'enfant dépérissait.
Et du coup, les infirmières se mettaient à s'en occuper, à avoir un lien affectif avec, et l'enfant, du coup, allait pouvoir se développer beaucoup plus naturellement. Qu'est-ce que fait notre cerveau? Il se dit, pas de nourriture, je meurs, mais aussi pas d'amour, je meurs. Et là, dans le sommet avec le surpoids et les troubles métaboliques, on est là, c'est que notre première nourriture, c'est pas seulement l'alimentaire, c'est aussi l'amour. Et pourquoi du coup ça va être aussi difficile quand on ne va pas bien et qu'on boulotte, comme on dit vulgairement, grossièrement, c'est parce que on est dans un instinct de survie où on va avoir un besoin, soit de sucre, soit de salé, soit, enfin voilà, des aliments qui vont nous faire du bien pour avoir cette nourriture affective. Et il y a vraiment dans les TAC, hein, dans les troubles alimentaires compulsifs, ou les DCA, ça dépend des personnes, soit c'est les TAC, soit les TCA. Donc ça veut dire exactement la même chose. Mm. Ça dépend si on le dit de manière anglaise ou française, mais on a vraiment cette idée de nourriture affective. Et c'est pour ça aussi qu'il faut penser que la personne va fonctionner avec le regard de l'autre et l'amour de l'autre. Et c'est pour ça qu'on cherche à être autant aimé souvent, c'est parce que si on n'est pas autant regardé, on meurt. C'est l'alimentation doudou, l'alimentation réconfortante, émotionnelle, où parfois on va avoir envie de manger quelque chose pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir, et où après, même, alors après, tu as d'autres profils, mais la culpabilité qui peut venir derrière aussi, après, de se dire, merde, j'ai encore craqué, je savais qu'il fallait pas, et pourtant j'y vais, je ne sais pas pourquoi j'y vais, et pourquoi j'y vais tout le temps comme ça, et de cette manière-là, et c'est Mais de ça peut l'incompréhension. avoir une réponse dans la psychogénéalogie. C'est Hmm. pour ça que faut se dire, là, tu vois, quand on en parle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là, est-ce que ça vous fait sens? C'est vraiment la première graine que l'on met à fonder son arbre et à travailler en psychogénéalogie, parce que c'est une discipline quand même qui va être différente des autres, c'est que si tout ce qu'on vient de dire fait sens, c'est que c'est là-dedans qu'il faut aller. Hmm. C'est la base. Ouais, donc ça répond à ma question du coup de dans quel cadre on doit s'orienter en fait vers la psychogénéalogie. Si ça fait sens pour toi et que du coup il y a cette petite étincelle qui se crée et que ça te parle, à ce moment-là, effectivement, oui, c'est une bonne pratique et il faut y aller, il faut que tu tentes quoi. Totalement. C'est vraiment une pratique qui va travailler avec ses ressentis, qui va travailler avec les résonances, qui va travailler avec, encore une fois, l'holistique. En tout cas, Mm. moi, c'est comme ça que je le présente dans mon programme, parce que je pense qu'il n'est pas à dissocier. Parce qu'on va vraiment fonctionner au corps, esprit et l'âme. Et dans le côté âme, il ne faut pas voir le côté ésotérique. Hein. C'est vraiment ce côté âme, ce ressenti, cette vibration cellulaire qui nous anime. Quand on a 97% de notre ADN qui ne nous appartient pas. 97% où c'est papa-maman, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ça, c'est scientifique. On ne peut pas dire non, j'y crois pas. Ça me fait rire, les gens qui me disent j'y crois pas. Non, mais ton ADN, en fait, c'est tes parents. Tes parents, leur ADN, c'est leurs parents. Il n'y a pas à croire ou pas croire. Donc, les cellules, ça réagit comme ça. Pourquoi toi, devant la télé, avec ce film, tu pleures? Pourquoi ton voisin ne pleure pas? C'est qu'il y a des résonances. C'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui fait sens. Et il y a une notion Basta. d'individualité aussi. Tout à fait. Et c'est ça qui fait sens aussi, c'est que bah, nous, en naturopathie, tu sais, on est vachement focus hein, sur l'individualité, le côté vraiment très spécifique, le profilage, et on accorde aussi énormément d'importance à l'holisme. Ça fait partie d'une des 5 philosophies hein, de la naturopathie, ce côté holistique, cette nécessité de dire, en fait, pour aller mieux et pour être dans l'équilibre, pour être dans ton bien-être, c'est pas juste tu vas aller travailler un pan plus qu'un autre. Non, c'est tu vas aller travailler plusieurs plans différents. Le plan émotionnel, psychique, mental, le plan alimentaire, le plan physique avec du mouvement, les techniques de respiration. Et en fait, c'est un tout qui fait que toi, tu vas Totalement. construire tes outils qui vont t'aider en fait dans ta problématique actuelle et surtout pour capitaliser en fait et surtout retrouver ton potentiel d'auto-guérison entre guillemets. Totalement. C'est vraiment sur ça aussi, c'est l'auto-libération, l'auto-guérison. Et c'est pour ça que je
parlais de semi-autonomie quand on travaille son arbre, parce qu'on ne peut pas être tout seul pour traverser l'océan hein, avec toutes les C'est ça. tempêtes, et qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous entendre, nous écouter, dire bah tiens j'ai trouvé ça, ça m'a fait ça. Parce que quand on ne travaille que tout seul, c'est tellement une discipline à part entière que celui d'à côté, il aura beau écouter, il dira c'est bien si ça te fait du bien, ma chérie ou mon chéri, mais je comprends pas trop ce que tu vis. Donc, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir répondre ça en disant mais oui, ça te fait sens parce que analogie, parce que association d'idées, paf, paf, paf. Et on met un coup de clé, paf, et la porte s'ouvre et il y a beaucoup plus de libération qui s'opère. Oui, De toute c'est manière, très important ce que tu dis. Mm. ça saurait si on pouvait faire des thérapies en lisant des bouquins. Donc Ah bah, oui, ça y fait, oui, c'est important, mais à côté de ça, l'accompagnement, on peut pas l'oublier. la lecture est une piste de réflexion. C'est-à-dire Tout qu'elle te à fait. permet de poser des réflexions et éventuellement de poser des bases ou de trouver des axes de travail. Mais effectivement, la lecture, ça ne fait pas tout. Et il y a ce besoin de neutralité et d'accompagnement par l'expertise et par l'expérience aussi, métier. Et ça, c'est important, une fois de plus, que tu le dises. Voilà, on peut pas... alors, c'est pas bien ce que je dis parce que j'utilise la négation, c'est pas bon. Oh là là, je me reprends. On ne peut pas, ça va pas. On peut, T'as vu? Je m'auto-régule. c'est pour qu'on imprime mieux. Ça fait Oui, comme moi tout à l'heure. ouais, j'ai fait la même. Bon, bref, tout ça pour dire en tout cas que il y a une nécessité d'accompagnement, toujours dans l'histoire de la décompensation, mais aussi, je rebondis sur le truc où tu dis l'entourage qui va te regarder comme ça, des fois en mode, parce que toi, tu vas être content, tu as trouvé un truc. Enfin, moi, ça me l'a fait, parce que je l'ai déjà tenté, la piste de la psychogénéalogie, avec toi d'ailleurs. Et tu trouves un truc et tu fais Eureka sur un truc et tu es là devant ton arbre et tu sautilles et tu te dis, oh, mais en fait, mais oui, c'est là le truc, etc. Et donc, tu le partages. Il y a des fois, ça passe et il y a des fois, on te regarde en mode, quoi? Si ça te fait du bien, c'est bien. Tu vois? Et avec les petites réflexions comme ça, justement, ça te fait du bien, tant mieux et tout. Et donc, c'est vrai que de peut-être pouvoir partager, déjà, ne serait-ce qu'avec le thérapeute, hein, déjà de pouvoir échanger, etc., c'est top. Mais en plus, dans un groupe avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi, etc., c'est encore mieux. Là, il y a une énergie de fou sur le groupe. Hein. Il y a une Bah ouais, je me doute. énergie de dingue. De dingue. Du coup, par rapport à la psychogénéalogie et à mon thème du sommet, que tu sais qui me tient à cœur ce thème parce que cette année, plus que jamais, avec la période qu'on est en train de vivre, moi, ce que j'ai constaté au cabinet, c'est qu'il y avait eu une multiplication, une évolution, un effondrement cette dernière année où on avait des personnes qui étaient à ça de plonger dans la sphère du surpoids, Oh oui. euh, surtout des enfants, des ados, qui ont pris le pas carrément en partant en cash sur l'obésité parce que plus d'activité physique, confinement, le moral dans les chaussettes, parfois l'accès difficile à une bonne alimentation parce que on se retrouve avec des personnes qui perdent leur job ou qui ont plus de difficultés financières. Il faut le dire, il faut oser le dire. Je pense qu'à un moment donné, il faut en parler de la situation. Elle est critique. Et du coup, c'est pour ça que ce sommet, il est là. C'était essayer de mettre en avant des idées, des experts pour redonner un nouveau flux, en fait, une nouvelle impulsion pour qu'on puisse donner des solutions. Donc, du coup, par rapport à cette psychogénéalogie, moi, j'aimerais que tu puisses nous faire un focus vraiment sur cette notion de poids familial et cette notion de l'héritage qui pèse lourd sur la balance. Hein. C'est comme ça que j'ai appelé la conf parce que moi, je l'ai déjà constaté plein de fois dans les rendez-vous que j'ai pu faire et puis du coup dans les travaux qu'on a fait toutes les deux parce que les personnes que je t'adressais, du coup, on avançait vachement bien Tout à dessus. fait. Et moi, j'aimerais que tu puisses partager ça aujourd'hui avec les gens qui nous suivent pour qu'ils puissent comprendre que oui, il y a vraiment des liens qui existent et que parfois c'est hyper fort et que ça tient à pas grand-chose. Hein. Alors, oui, alors ça, j'ai bien saisi ta demande. Ce que tu viens de dire, ça m'a vraiment fait aussi
écho avec le fait que ce qu'on vit comme période de confinement, ça va faire écho à il y a 100 ans, parce que là, on est dans la psychogénéalogie, donc les arrière-arrière-grands-parents, 4 générations au-dessus, et ça fait un siècle. Et on dit souvent, l'ancêtre référent, il est au niveau d'un siècle. Ça nous remonte en 1920. On était quand même un peu juste après-guerre, on va dire, hein, la première guerre, 14-18. On est d'accord? Ouais. Et du coup, en fait, alors, je dis pas qu'on vit une période de guerre, même si il y Macron a nous l'a un bien an, mis dans quand la on tête. a, voilà, exactement, je dis pas du tout ça. Je dis juste que justement, ce qu'ont vécu nos ancêtres, aujourd'hui, notre confinement à nous peut être aussi vécu comme une résonance qui fait que eux, ils ont eu un manque de bouffe, hein, pour le coup, ils n'avaient pas les supermarchés, ils avaient pas, ils avaient une restriction, et que même nous, si pendant le confinement, on fait attention à ce qu'on va manger, et même si on fait du sport avec YouTube et je ne sais quoi, il est possible qu'on prenne du surpoids parce que justement, on va avoir cette résonance d'un arrière-grand-parent qui a été activé par cette manière de vivre d'aujourd'hui qui est le confinement. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Est-ce que c'est assez clair? Bah oui, en fait, tu es en Que, train d'expliquer que le cadre de vie qu'on a de manière, enfin, au niveau social, mais même au niveau va faire environnemental, résonance. enfin bref, depuis un an, là, tout ce qu'on traverse, c'est comme si c'était venu activer chez certains d'entre nous une forme de résonance d'un point de vue générationnel avec cette période-là de nos arrière-grands-parents et Oui, que du coup, on était en train d'activer quelque part dans la prise de poids qui, pour certaines personnes, ce qui s'est passé très longtemps en exactement. avant, cette notion de finalement de En fait, restriction peut-être alimentaire qui oui, de fait que du coup, on restriction stocke. alimentaire. Et là, du coup, exactement. Tu sais, ce côté où dans les cellules, on a eu un manque. Donc aujourd'hui, le peu qu'on va manger, C'est ça va se stocké. matérialiser. C'est stocké. Ah, c'est dingue. Tu saisis le truc? Ah, mais Et j'avais ça pas vient fait le juste de me lien, tu faire vois. écho. Ben, moi, Oh. je viens de le faire avec ce que tu m'as donné là comme question. Parce que je me suis dit, là, il y a quelque chose au niveau du confinement et de tout ce qu'on vit qui va faire écho à ce qui a été vécu il y a un siècle. Et que quand on se prive, le corps après, il se dit, bon, ben ça y est, il me donne à manger, on va stocker. Ça, c'est quelque chose, on va dire, qui est connu. Eh bien, je pense qu'il y a même les personnes qui n'ont pas plus mangé, n'ont pas fait moins de sport ou n'ont pas eu de différence dans leur vie et pourtant ont peut-être pris du poids à cause de cette résonance de système de vie d'aujourd'hui. Et tu sais que moi, j'ai des profils au CAB actuellement. Et c'est ça qui est fou, c'est que j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Comme ça, où il y avait une belle stabilité depuis des années et que, en gros, vraiment, on avait fait un travail génialissime avec un équilibre qui était nickel. La personne se portait très bien. Et où là, depuis le début de l'année, effondrement inexpliqué, prise de Ça peut poids être. et métabolisme rapide, où on a une prise de poids mais énorme d'un Eh coup bien, comme ça peut ça. être une mémoire de guerre. Ça peut être une Mais mémoire de c'est guerre. dingue. Bon, ben, je vais te les envoyer. Merci. Non, mais ça peut être une mémoire de guerre. Ça Et vient de c'est me faire sens. impressionnant, tu Donc, vois, parce que moi, quand mm, tu me le dis, ça fait sens. C'est-à-dire que mm, je me dis, bah oui, potentiellement, ça peut se jouer. Et j'irai même plus loin que ça. C'est que là, on est en train de relier ça au manque, à la restriction alimentaire et du coup, le corps qui stocke face au manque, à la restriction, etc., qui peut s'activer en résonance. Mais en gros, mais ça, tu pourrais aussi le faire plus d'un point de vue, on va dire, psychique, mental, c'est-à-dire quelqu'un qui s'effondre actuellement d'un point de vue psy, oui, qui même développe des troubles d'anxiété majeure et d'angoisse, style le syndrome de la cabane, tu vois, ou le fait de ne tout pas à fait. pouvoir sortir de chez soi, etc. Avec ce que tu viens de me dire, en fait. C'est Avec cette pareil. résonance de mémoire de guerre, tout à fait. Waouh. Donc ensuite, au niveau des poids, moi j'en distingue plusieurs qui, de par mon expérience, me font écho quand tu m'as demandé donc cette conférence sur le surpoids. Il y en a 8 en tout, donc j'en ai comptabilisé 8. On va avoir le poids familial,
Donc ça, c'est l'héritage familial qui va être lourd à porter. C'est quand on va sentir même au niveau de ses épaules, on va dire bien sympa quoi. Le Hmm. truc, j'ai mon sac à dos. Donc ça va être vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la psychogénéalogie, qui va être de l'ordre de la systémie, du transgénérationnel, comme je le disais tout à l'heure. C'est de quoi on hérite. C'est ce remplissage parce que nos parents nous ont pas assez aimés, sans parler de le côté psychogénéalogique, on va rester dans le côté transgénérationnel. On va avoir l'analyse transactionnelle, notre place au niveau du parent, de l'enfant. Comment est-ce qu'on va être parent donnant, parent sauveur, enfant rebelle, enfant soumis, voilà. Donc ça, pour les poids familiaux, je dirais qu'il faut poser. Il faut poser les choses. Donc poser les mots, poser les actions, poser notre manière de vivre, poser nos traumatismes, poser nos problématiques. Poser. Ça serait vraiment ça. Pour déjà décharger. Comment tu le matérialises? Excuse-moi, c'est la fin de la Oui, journée. Les gens ne le savent pas, mais on tourne en soirée quand même. Comment tu oui. poses? Comment tu le matérialises, le fait de poser? C'est un Déjà en acte? mettant des mots. Non, D'accord. pour l'instant, là, on est vraiment dans ce poids familial. Dans un premier temps, on le pose sur le papier en faisant un arbre. On le pose en thérapie en faisant la libération par la parole. Pourquoi est-ce qu'on va voir un psy plutôt que de parler avec une copine et boire le thé? Ça ne fait pas le même effet. Ah bah, Voilà, ça va vraiment être le côté où on va poser les choses. Voilà, c'est vraiment un premier dépôt. ça Ensuite, marche. on va avoir le poids des grossesses non vécues. Donc ça, il y en a beaucoup, même de manière au niveau du présent. Moi, par exemple, j'ai fait 3 fausses couches. Donc, j'ai fait 3 fausses couches, ok. Sur 5 grossesses, j'ai eu 2 enfants. Ces fausses couches, ça, selon les personnes, est-ce qu'elles ont besoin d'être matérialisées pour être sorties de soi-même? Ça, c'est pareil, ça tient, c'est individuel. Hein. Ça répond cas par cas. Il y en a qui le vivent plus ou moins bien et qui passent rapidement. Mais aussi, il y en a qui ont besoin de faire des rituels. Qui pour lui, dès la première heure, dès le premier jour, dès la première semaine, il n'y a pas de petite fausse couche. Hein. Ça, quand on me dit ça faisait que 3 semaines, il n'y a pas de petite fausse couche. Donc, Et comment même on peut dire ça à quelqu'un, j'ai envie de te dire. oh, moi, Oui, j'en ai eu trois, je sais alors ton parcours. j'en ai entendu. Hein. Je sais que tu en as J'en ai entendu des entendu vertes sur et mes des pas fausses mûres, couches ouais. Mm. et de la part du corps médical. Hein. Oui, Donc, et c'est ça qui est grave. oui, ça sera un autre sujet. Mais tout ça pour dire que même dès les premières heures, si pour la personne c'était déjà un enfant en devenir, ça va être une prise de poids. Donc, dans ces cas-là, il y a un dépôt, donc déposé, et là, on est dans quelque chose qui va être de l'ordre du rituel. C'est que euh, dès qu'on a la possibilité de le matérialiser, on va faire un acte symbolique et on va remettre par une lettre, par une petite boîte d'allumettes avec un petit bonhomme dessiné dedans, avec un prénom qu'on aurait bien aimé l'appeler. On va aller l'enterrer, on va aller lui donner une sépulture, on va lui donner une existence. Pourquoi? Pour que du coup, le cerveau, encore une fois, un cerveau, alors je vais dire c'est bête, c'est simple. Un cerveau, il ne connaît pas le réel de l'imaginaire. Quand tu lui as donné la nourriture à faire comme si ça s'est passé, pour lui, c'est réglé. Donc, si pour ton cerveau, tu vas enterrer ton petit bout d'être qui pour toi était important, eh bien le cerveau n'aura pas à te le faire vivre d'une autre manière. Moi, j'ai eu une patiente qui, ça faisait 7 ans qu'elle avait fait sa fausse couche. Quand on a calculé, enfin bon, bref, à plusieurs séances, je me suis dit, il y a quelque chose avec sa fausse couche. Ou je ne sais pas si ce n'était pas un IVG. Bref, en tout cas, elle n'avait pas réglé son problème, fausse couche au IVG, ce n'est pas le souci. Elle l'avait engrammé. Et ben, on avait calculé le poids qu'elle avait pris en 7 ans. C'était le poids d'un enfant de 7 ans. Waouh. Ouais. Et du coup, elle me disait, chaque année, je prenais du poids et pourtant, franchement, je ne suis pas une grosse mangeuse et ci et ça. Et en fait, cette femme, elle avait à l'intérieur d'elle le poids d'un enfant de 7 ans. Ah. Ça, c'était impressionnant. J'en ai encore des frissons quand j'en parle. Ah non, mais Mais moi, ça, ça c'est des me... expériences de cabinet. Ça marque. Ah ouais, Ça, non. c'est des trucs. Ça marque.
Donc ça, il y a le poids des grossesses non vécues. Donc, fausse couche, IVG, IMG ou la mortinalité. Pourquoi Mm. j'appelle la mortinalité? C'est l'enfant qui va naître et mourir au bout de quelques heures ou quelques jours. Il n'y a pas de mot quand on perd un enfant. Quand on perd un bébé, il y a la mortinalité. Et sinon, quand on perd son mari, on est veuf. Quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de mot dans la langue, dans les langues du monde. Mm. Donc, c'est quelque chose qui va être un poids très lourd à porter. Je dirais même souvent, pas, ça va pas être à dépasser. On vit avec. Donc, c'est un poids qu'il va falloir s'alléger de manière continue, continue, continuelle et continue au fur et à mesure du temps qui passe. C'est un mal qu'on ne guérit jamais. Mais le C'est truc, pour c'est ça qu'on que n'en là, c'est parle pas. non, bah, puis c'est tabou. Non, mais c'est que, en fait, c'est comme pour l'histoire des fausses couches. Je trouve, alors ça commence un petit peu là, il y a des mouvements, il y a des trucs qui sont en train de se créer. On voit que les femmes parlent plus, mais jusqu'à une certaine période, les fausses couches, c'était quelque chose qui était tu, en fait. Oui, ou On n'en alors parlait pas. naturel, c'est bon, pouf, ça passe, quoi. Et du coup, moi, je pense à toutes ces femmes que j'ai pu entendre ces dernières années me parler, alors que ce soit au cabinet ou même d'un point de vue perso ou des rencontres que j'ai pu faire, où au final, quand tu discutes avec ces gens-là, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus courant que ce que tu ne penses. Mais c'est très fréquent. Et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est hyper courant, quoi, la fausse couche. Et en gros, on n'en parle pas assez. Et donc, du coup, on laisse la femme rentrer dans un schéma de culpabilité. Enfin, c'est dingue. Donc, moi, je trouve Et il qu'il y y a même cette a... tradition à ne pas dire avant les 3 mois. Oui, Ça, oui. moi, j'ai pas du tout. Moi, je l'ai jamais fait ça. Parce qu'à partir du moment où pour toi l'enfant existe, le fait de ne pas en parler, est-ce que c'est pas ça aussi qui va faire que ben, tu n'en as pas parlé, tu l'as pas matérialisé, et que du coup, bon ben avant 3 mois, c'est rien. Avant trois mois, c'est rien. Je Pourquoi on saurais n'en pas parle dire, pas? mais en tout cas, Je trouve ça oui, assez, voilà. je comprends. Mais après, si tu veux, enfin, moi, je pense que là, on est en train de basculer dans quelque chose de vraiment nouveau, en tout cas, au niveau énergie et tout, etc. Au niveau fluidité actuellement, je trouve qu'il y a de beaucoup plus en plus de personnes qui parlent, qui prennent la parole et qui disent les choses. Et je trouve ça très bien. Et l'idée du sommet, c'est aussi ça, hein, c'est de mettre en avant un petit peu tout ça. Donc, faut en parler. Faut en Oh parler. oui, il faut pas Euh, rester seul et une fausse faut couche, pas c'est pas rester seul. anodin et surtout si pour la personne, c'est quelque chose qui a été dès le début imprégné de sens et que c'était un enfant attendu. Enfin voilà, il n'y a pas de Hmm. petite fausse couche ou de grande fausse couche. Enfin voilà. Donc ça, le poids des grossesses non vécues. Ensuite, on va avoir le poids des décès non travaillés. Donc tu sais, c'est ce côté où, eh bien du coup, bah tiens, il y a quelqu'un qui est décédé. Euh, on va à l'enterrement, la vie reprend son cours, on a été triste, Tu fais mais pas on ton n'a pas deuil. pu vivre exactement, on n'a pas pu faire son deuil, les 5 étapes à traverser, ce chemin de deuil, parce que la vie reprend trop vite son sens, son cours, et que on le traitera plus tard. Oui, mais en fait, ça, l'inconscient, il n'y a pas de plus tard. L'inconscient, il n'a pas la notion de temps. Si pour lui, il était important de le traiter maintenant, il va te le faire savoir. Hmm. Avec, allez, un petit kilo, un autre petit kilo, un troisième petit kilo, et puis ça va aller. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, hein. Donc je peux confirmer ce que tu dis. Donc, Mm. et la personne, en fait, va être dans le déni, va mettre une Dans le cloche. déni. Oh, Ouais. exactement. Le deuil de mon père, non, non, t'inquiète, hop, on le met sous cloche. Ouais, ben, il va falloir qu'on soulève la cloche et qu'on va regarder dedans. Donc là, au niveau du poids des décès, on va être dans le côté de transmuter, la transmutation, vraiment faire basculer quelque chose. Euh, Moi, j'aime bien dans le travail de deuil, c'est le schéma en spirale de Geneviève Manant, qui fait que ça fait vraiment cette idée d'énergie qui traverse les 5 étapes à traverser dans le déni, la colère, la reconstruction. Mais cette spirale, en fait, on a le droit de repasser à la colère même si on a été reconstruit. C'est pas une ligne. C'est qu'on est des êtres vivants
et qu'il y a des choses qui vont pouvoir refaire sens et Et c'est qu'un OK. deuil, en fait, Mm. voilà, exactement. Il n'y a pas forcément de terminaison à un deuil. Il y a quelque chose qui va être de l'ordre du dépassement de la vie et chaque étape de vie pourrait se rappeler de ce deuil-là. Et c'est OK. Et le deuil, enfin, alors là, j'extrapole un peu, mais le deuil, il n'est pas lié qu'au décès. Le deuil, il Non. peut être lié aussi Séparation, à une séparation, mais il peut aussi être lié à la maladie, tout à fait. le deuil de la personne que tu étais avant et la personne que Ça tu es s'appelle le deuil blanc. après. Voilà. Ça, c'est le deuil blanc. Par exemple, une personne qui va être Alzheimer, ben, on va faire le deuil de sa propre mère qui devient Alzheimer et qu'on n'aura plus notre vraie maman. Et ça, vraiment, c'est un deuil à travailler. Et du coup, ça peut être une prise de poids parce que notre premier objet d'amour a été aussi nos parents et que le fait que, comme je disais tout à l'heure, la nourriture affective et la nourriture alimentaire est fortement liée et que forcément, il va y avoir une action à donner dans ces deuils-là au niveau parentaux ou substitut parental. Une personne qui était comme pour nous une mère ou comme pour nous un père. Donc ça, c'est important. Transmuter ici, si j'essaie de poser des mots dessus, par rapport à l'exemple du schéma de la spirale que tu nous as donné et des différentes étapes, ce serait de se dire que bah, c'est OK de traverser ces étapes-là et de vivre le déni, la colère, enfin voilà, qu'on est bien dans son droit de le vivre, de s'autoriser à ça. Alors, non seulement c'est OK, mais il faut les vivre pour que le deuil se fasse. On ne peut pas cheminer un deuil sans les 5 étapes fondamentales d'un deuil. C'est quelque chose à traverser, à travailler. Pourquoi pas moi, pourquoi prenez-moi et redonnez-le-moi. C'est des étapes comme ça où on en a besoin. On en a besoin Alors pour qu'on aurait être dans le tendance à dépassement. culpabiliser, de dire ça, pourquoi moi, pourquoi si. C'est des mots, parfois on se dit, mais j'ai pas le droit de dire ça, c'est terrible. Ah oui. Et pour autant, si. Et pourquoi lui et pas un autre? Il était tellement gentil, les autres ils disent. Mais c'est des cheminements tellement naturels. Et il faut être OK avec ça parce que c'est en les acceptant qu'on va ne pas prendre de poids. On va être dans cette libération parce qu'encore une fois, on va laisser circuler les choses. Quand il y a bouchon, hein, du coup, il y a surcharge, Il y a encrassement. je, il y a ancrage. Mais oui, je fais des petits points naturaux. Il faut détoxer. Non, je rigole. exactement, c'est ça. Ok, bah écoute, Ensuite, waouh. on va avoir les poids de secrets non dits. Alors Et là, vous ça. allez me dire, enfin tu vas me dire, le secret non dit, si c'est pas dit, je vais pas le savoir. Bah ouais. Effectivement, oui. Sauf que du coup, les outils comme de l'hypnose, comme de la méditation, comme tout ce qui va être de l'ordre de l'intuitif et du sensitif, tout ce qui va être de l'ordre des lapsus, ils vont nous mettre sur la piste. On va avoir des secrets parce que dans le secret va se créer, tu vois, le secret et le secret. Et du coup, il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'imaginaire à déposer. Donc là, la solution serait d'imaginer. Et c'est pour ça que l'hypnose fonctionne aussi. C'est qu'on va être en état de conscience modifié, où on va avoir accès à notre inconscient, et il va y avoir souvent des choses ou des flashs pendant la séance d'hypnose. On va dire, c'est fou. Là, j'ai vu ça alors que normalement, dans mon endroit ressource, il n'y a pas ça. Et le thérapeute, la psychologue ou le psychologue ou la personne qui va vous accompagner pour l'hypnose, va pouvoir vous mettre sur la voie sur justement qu'est-ce qu'il y a à travailler comme secret. Et au moment, moi j'aime bien expliquer ça un peu comme un jeu de pièces. C'est que on dit est-ce qu'il a une moustache? Non, il n'a pas de moustache. Tac, 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 on enlève la moustache et du coup ça reste en fait, on travaille en entonnoir. Eh bien, ça va être pareil. Le boulot du thérapeute, on va dire, OK, vous avez vu ça de manière analogique. Euh, à quoi ça vous fait penser? On a l'inconscient collectif. La colombe, c'est la paix. OK. Est-ce que toi, pour toi, la colombe, c'est la paix? Oui. OK, on reste là-dessus. Si toi, tu as le phobie des oiseaux, ça va pas être la colombe, ça va pas être la paix pendant ton truc d'hypnose. Mais il va y avoir certainement un autre secret
qui va se créer d'une manière différente. Donc, il va y avoir un imaginaire à déposer à ce moment-là pour cette libération de poids à la tienne. Excuse-moi, je suis en train de m'étouffer. J'ai dit, j'ai encore le temps de boire. Et du coup, tu utilises quoi? Tu utilises le symbolisme pour décrypter un peu tout Oui, ça? oui, surtout. Le symbolisme, l'intuitif et le sensitif. Ça va être les 3 gros facteurs, on va dire. Et est-ce que dans ce truc de l'imaginaire, justement, on pourrait dire que l'étude des rêves, ça peut aussi en faire partie? Ah oui, totalement. Totalement, parce que dans nos rêves, en fait, on a toutes nos solutions, hein. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais des gens qui ne rêvent plus, qui ont des problèmes pour rêver? Alors, tout le monde rêve, par contre, ils s'en souviennent plus. Mais tu sais, la petite phrase qui dit je m'endors dessus ou alors la nuit porte conseil, Oui, je la dis tout le temps. où tu t'endors avec ton petite question, tu te la mets sous l'oreiller et le lendemain matin, bah, ça va mieux. Eh Moi, des bien, fois, c'est ça ça. me En réveille fait, la nuit. tu ne peux pas ne pas rêver. Par contre, tu peux ne pas t'en souvenir, effectivement. D'accord. Ouais, donc Ça, finalement, après, c'est toute une thérapie, hein. oui, bien sûr. Ok. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'avais mis comme point? Le poids de la famine de guerre. Donc ça, c'est, ben, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la conscientisation et au niveau de la compensation, qu'on matérialise tout ça. Mais là, du coup, ça m'avait complètement plus fait sens avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que l'on vit aujourd'hui dans notre confinement et chez soi. Mais là, de manière plus large, quand j'ai marqué ce poids de la famine de guerre, ça va être le poids de la guerre, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les guerres que là, on est en train de vivre, mais pas forcément nous, par chance d'être en France. Voilà, c'est de manière plus large que j'avais vraiment écrit Mm. plus au niveau de la résonance d'une famille qui va être extra-culturelle, par exemple, où il va y avoir plusieurs pluriculturalités au sein de sa famille et qui a peur pour la personne qui part dans des pays qui vivent aujourd'hui des états traumatiques et qu'on va compenser par, par miroir. On peut aussi compenser quelque chose par inconscient collectif, familiaux, qui va se créer pour, par empathie, par compensation, être avec la personne et être lié pour pouvoir l'aider. C'est vraiment quelque chose qui va être joué au niveau d'une énergie, comment dire, de Du lien. transmission. Ouais. Oui, du lien, un peu comme l'homme qui prend 10 kilos parce que sa femme est enceinte. Ouais, la fameuse Parce que, couvade. par exemple, exactement, dans ce surpoids et dans le trouble métabolique, il y a ça aussi. Oui, oui, Il y a oui. ce mimétisme. Je trouve pas trop mes mots, je suis désolée, mais il y a ce mimétisme un peu où on va supporter sa femme en prenant nous aussi du poids. Alors, je dirais même que parfois, ça peut aller plus loin que le poids. Ça peut aller jusque aussi aux troubles des D'humeur, hormones, des de hormones, de l'humeur. l'expression de l'humeur. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à dire. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, moi, j'avais en suivi en thérapie de couple un couple de lesbiennes qui avait donc la femme était enceinte, donc était porteuse de leur enfant, et bien l'autre avait pris exactement le même poids. Non, mais c'est incroyable. De toute façon, Oui, c'est incroyable. Et pour revenir un petit peu au contexte de famine de guerre et puis ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vraiment, moi, j'ai envie de réappuyer encore une fois de plus sur le fait que notre structure, notre cadre, tel qu'on l'a connu jusqu'à finalement un an en arrière, a été littéralement pulvérisé, modifié, sans retour arrière possible et finalement où dans la conscience collective, dans l'esprit des gens, on a bien cette notion de OK, à partir de maintenant, ça va être différent, quoi. Ça l'est et ça le sera. Et le retour et en ça sera arrière, plus il jamais sera pareil pas qu'avant. possible, ce sera plus jamais Ça la même sera plus chose. jamais pareil qu'avant. Et ça, c'est extrêmement perturbant.
Et donc, du coup, forcément, c'est venu activer, mais chez tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je le constate, je le vois, j'en parle aussi avec des confrères, des consoeurs, avec toi aussi également, c'est que on a tous été touchés dans notre structure, à différents niveaux, mais on a tous été touchés dans notre structure. Et que ce soit d'un point de vue corps ou psychique, ou les deux, ou une connexion qui était équilibrée. Ça aura mis des séquelles. Oui. Tu vois, les bébés de confinement, comme on dit, les femmes qui ont été, moi j'ai eu ma grossesse pendant le premier confinement, hein, mon enfant aura vécu ce confinement de manière intra-utérin, totalement. Tu conseillerais de faire un travail par rapport à ça pour les personnes qui nous suivent, là, qui auraient eu leur grossesse Alors, aussi? un travail, je dirais, on devrait tous en faire à un moment donné dans sa vie. Euh, Pas forcément un travail, par contre, expliquer à l'enfant quand il aura l'âge de comprendre ce genre de choses, ou surtout si on voit son enfant qui pourrait être, si son comportement nous fait écho à quelque chose qui est de l'ordre d'un confinement, eh ben, on pourra juste lui dire, tu sais, pendant que j'étais enceinte de toi, je vivais ce traumatisme, cette difficulté de vie qui a été vécue pendant ta grossesse. Et peut-être que c'est pour ça que tu es bien quand tu es en boule dans ton lit. Peut-être que c'est pour ça que tu as envie d'avoir une cabane dans ta chambre. Voilà. Mais c'est juste, on va dire, le fait de parler, les choses, les poids arrivent surtout quand il y a des choses qui sont tues, qui sont secrètes. Ce qui ne s'exprime pas Voilà. s'imprime, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Exactement. Très Ensuite, bien. Pour continuer, on va avoir le poids de la force demandée tant attendue. Donc ça, j'en ai beaucoup au niveau de mes patients. C'est qu'est-ce que c'est? What do you mean? C'est sois forte ma fille, sois forte ma fille. Alors là, on a tout quoi. Sois forte ma fille, ok, je vais l'être quoi. Sois fort mon fils, je vais l'être. Aïe, aïe, aïe. Forcément. Ça. Eh oui, mais du coup, il faut donner satisfaction. Et si, alors déjà, il faut donner satisfaction aux parents. Donc ça, on va avoir l'injonction fondamentale. En plus, il va y avoir ce côté où, oh, mince, si je suis faible, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, vaut mieux que je sois grande, forte, puissante, même carrée. Donc, il faut que tu arrêtes de faire des thérapies à chaque fois que je t'interroge sur un sommet, hein, c'est pas possible. Il y a même des ossatures qui vont être créées à l'intérieur du fœtus, hein, du bébé, du sang. Il faut qu'il soit costaud, quoi. Parce que du coup, on attend de lui, quoi. Donc, femme ou homme, quelque chose que je vois fréquemment. On va travailler avec le progestance. C'est comment vous avez vécu les 3 premières années de votre vie, qu'attendaient vos parents de vous, quel était l'environnement familial, quel était l'environnement à l'extérieur, environnemental, et qu'est-ce que vous aviez besoin de développer pour votre survie. On va être toujours dans cette répétition que l'on active quelque chose par un instinct de survie. Donc, votre poids est un cadeau, entre guillemets, dans le sens où il vous amène à réfléchir ce qu'il va falloir travailler. Le fait de l'enlever, c'est pas ça le problème. C'est au contraire, accueillez-le, regardez-le, et c'est comme ça qu'il partira. Et même limite, il y a des gens parfois qui font des régimes hyper restrictifs et ils vont perdre énormément de poids, 10, 15, 20 kilos, et ils font une décompensation derrière et très souvent une dépression. Sans vraiment comprendre en fait leur effondrement, ce qui se passe dans leur tête et pourquoi ils se cassent d'un coup la figure comme ça sur le plan psychique. Et en faisant un travail après, bon bah voilà, on remonte et on retricote, hein, comme tu dis. Mais ça, c'est un truc aussi sur lequel il faut en parler de ça. C'est quand on fait un régime comme ça hyper restrictif ou qu'on se lance dans un truc où on veut perdre 15, 20 kilos, l'accompagnement psy, il est nécessaire pour éviter justement cette bascule parce qu'il faut comprendre pourquoi. Totalement. Et puis si par analogie, quand on regarde son corps et qu'on se voit faible, et que par analogie, notre cerveau, il se dit faible, c'est mourir, eh bien là, on va virer dans un état dépressif, voire même une dépression ou une décompensation, comme tu dis. Parce que
à la base, on ne sait pas notre analogie, on ne la connaît pas, ça serait beaucoup trop facile de comment est-ce qu'on fonctionne. Enfin, on n'en serait pas. Moi, j'en suis à une petite dizaine d'années de thérapie derrière moi, hein. Donc, Hmm. euh, c'est vraiment hyper important, c'est de savoir pourquoi on a été amené à avoir cette morphologie. Même au niveau de notre ossature, il y en a qui n'acceptent pas. Alors ça, on ne peut pas le maigrir, entre guillemets, ou le perdre, c'est pas un surpoids, c'est nos os lourds ou notre ossature qui va être une femme de 1,80 m et une centaine de kilos parce que, eh bien, elle a le poids soit de 2 enfants attendus et que du coup, il y en a qu'un qui est sorti parce que l'autre a un jumeau qui a été perdu en cours de route. Y a tellement de choses Hmm. qui fait que on va être là, encore une fois, par un instinct de survie. Alors ça ne va pas régler le problème de surpoids. Par contre, ça va aider de l'accepter. C'est OK, je m'accepte parce que je connais la raison pour laquelle j'ai les épaules carrées et je peux faire du rugby. Et on va avoir cette idée-là. Donc, non, on ne va pas pouvoir nous enlever un membre en disant bah, ça y est, c'est bon, j'ai perdu un bras, j'ai perdu 10 kilos. On s'en fiche. Mais on va dire OK, je l'accepte parce que je le comprends. Et les choses sont beaucoup plus acceptées quand elles sont comprises. Hmm. Ça, c'est important. Et il y a deux autres poids qui nous restent. Le poids de la protection. Donc ça, on va vraiment le travailler avec l'art-thérapie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est ce côté conscientisé où on va devoir, on a pris ce poids pour se protéger, pour envelopper notre corps, pour que si on tombe, on n'est pas mal. Ou que les personnes, elles ne viennent pas nous agresser parce qu'on ne va pas correspondre à la norme sociétale et que du coup, on va être moins attirante. Alors du coup, on va se protéger avec cette méthode inconsciente qui est de prendre du poids pour du coup éviter de plaire, pour éviter de souffrir, pour éviter d'être en couple. Peur de l'engagement? Ok. Comment ça se fait les 10 kilos de plus? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Bah, je sais pas, j'ai un peu peur de souffrir. Bon, bah, alors restez là-dedans. Par contre, si on va travailler la difficulté de l'engagement et fonder une famille, le poids va naturellement, on va dire, s'équilibrer et revenir à une norme qu'on n'a pas Hmm. réussi à perdre d'ici là. Tu vois un petit peu aussi Ouais. cet équilibre? Oui, ben c'est l'un des plus flagrants en plus, le poids de protection. C'est celui Tout à qu'on fait. voit très souvent quand même, cette notion de se protéger, d'être dans un cocon, et c'est souvent Pour lui éviter d'ailleurs d'être quand on le abîmé. perd, quand on perd la carapace, la fameuse carapace, une carapace en fait. Et c'est cette fameuse carapace quand tu la perds sur des régimes hyper restrictifs et où il n'y a pas un travail de fond sur le plan psy, où là tu peux avoir ce que tu disais tout à l'heure, un état dépressif, une dépression, voire même une décompensation. Complètement. Mm. Complètement. Moi, j'ai bossé 3 4 ans dans la rue avec les personnes en errance qui sont très stigmatisées au niveau des piercings, des crêtes, du look, on va dire. Et c'est cette carapace pour qu'on ne vienne pas les voir. Mais à côté de Mm. ça, quand on vient les voir, eh ben, ils ne demandent que ça. Mais par protection et par ils préfèrent avoir cette image de quelqu'un qui va être repoussant pour pas qu'on vienne les voir, pour pas qu'on leur fasse du mal. Parce qu'ils ont une histoire de vie de fou derrière. Ouais, mais carrément. Et qu'ils en ont déjà eu assez d'avoir mal. Et du coup, le dernier poids, c'est la demande d'amour. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à s'aimer et manifester l'amour pour soi euh, pour ne pas avoir besoin d'ingérer cette nourriture affective et pour l'exprimer et la manifester différemment à travers le miroir tous les matins. Est-ce qu'on se regarde, mis à part quand on se maquille pour se faire beau? Ok, pour se coiffer, pour voir si on est habillé correctement pour sortir, mais est-ce qu'on prend le temps de se regarder, de se dire, ok, bonjour, je me dis bonjour le matin. Euh, comment est-ce que je me trouve? Prendre le temps de se regarder, pas pour porter une action sur soi, mais juste pour se regarder et apprendre à s'aimer et apprendre à aimer nos défauts Mais est-ce et que c'est pas apprendre à le aimer nos socle de tout, complexes. ça, finalement, en fait, dans l'équilibre psychique, de s'aimer soi d'abord, de se donner à Ça, soi alors, d'abord? c'est le socle de tout. Est-ce que c'est le plus facile? Je vais Ah dire c'est non, le bah non, j'ai plus envie de te dire, c'est le plus difficile dur. à atteindre. C'est le plus dur. C'est ça.
tout à fait. Parce qu'il y a des croyances limitantes derrière, parce qu'il y a des discours que tu as entendus, parce que, il y a le Parce schéma qu'on nous dit de ne pas être éducationnel égoïste ni narcissique, que ça ne se fait pas de bien s'aimer et plein de choses, alors et que c'est la et base. pourtant et pourtant, quand je disais que c'est la base de tout, c'est que même dans le couple, Oui, on ne c'est peut mettre pas être soi à 2 si on n'est d'abord pas et pas bien se tout seul. projeter au travers de l'autre. Tout à fait. On ne peut pas être, voilà, on ne peut pas être à 2 si on n'est pas bien tout seul. Sinon, on va. Moi, je dis souvent quand je donne des formations qu'on est un être humain avec plusieurs cases. Il y a la case de la famille, il y a la case de l'ami, il y a la case du boulot, il y a la case des hobbies, de tout plein de choses. Si à l'intérieur de soi, on a la case de je m'aime et qu'on attend que la case de la famille la remplisse, que la case de le couple la remplit, que la case de la passion la remplit, la personne qui va remplir à un moment donné, oui, mais elle va retourner dans sa case. Elle n'est pas faite pour être dans la case de je m'aime. Et du coup, on va toujours être insatisfait en disant tu ne m'aimes pas assez. Ah ben ma passion, elle m'a pas assez apporté. Ah ben mon boulot, ça se passe pas bien. Parce que la case de je m'aime, personne ne peut la remplir, mis à part vous-même. Et on se sert des autres. Et on reproche à l'autre de ne pas être assez. Et on est toujours insatisfait. Mais c'est parce que c'est un manque d'amour de soi-même. Écoute, Caroline, franchement, je te remercie. C'était une fois de plus hyper riche. J'ai appris plein de trucs. Bon, tu m'as encore fait un petit Caroline, quoi. Comme sur le premier sommet, c'est bon. J'ai bien enregistré ce que tu as voulu me faire passer, c'est good. Je vais bosser dessus. Moi, je voudrais juste qu'on termine sur, du coup, les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. Je suis sûre qu'ils se posent la question. En fait, la conférence, ça m'a hyper plu. Je suis hyper emballée. J'ai envie de faire quelque chose. En gros, quelle démarche je mets en place là si j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans? Ah bien, un suivi. Déjà le pas de ding dong, bonjour, je suis intéressée et je vois que ça a fait sens et j'ai envie de travailler par rapport à ce problème de poids, de surpoids, de charge, de fardeau, de lourdeur, ou alors, enfin voilà, tout ce qui a pu faire sens, entamer un suivi soit en cabinet, soit en visio, soit avec mon programme. Le programme, il est vraiment Ouais, fait pour j'allais te ça, poser quoi. la question. Est-ce que ton programme Déracinez-vous, ça peut le faire pour commencer? Ah ben, il est fait pour ça, dans le sens où il est adapté à chaque personne, tellement il va être riche de, de tout cas clinique, de toute la théorie. J'ai mis tout ce que je savais dedans. Je suis quelqu'un de très généreux, comme tu le sais. Oui, tu Et rajoutes des même, choses même. Tu rajoutes des choses, j'ai vu. oui, au fur et à mesure, depuis janvier, j'ai rajouté des vidéos. Là, encore hier, j'ai reçu des messages de mon groupe en disant, mais merci, la vidéo de 20 minutes que tu as rajoutée sur le décryptage. J'ai fait tout un décryptage en vidéo et ils m'ont dit, mais enfin voilà, Ça c'est aide. fantastique, c'est fabuleux, ça aide énormément D'ailleurs, parce d'ailleurs, qu'on ne se sent pas tout seul. j'indique aux gens d'ailleurs que dans le cadre du sommet, et je te remercie pour ça, Oui. tu as tourné un atelier sur comment créer son jeu. L'élaboration du génosociogramme, Voilà, c'est l'atelier du jeu. tout à fait. Oui, J-E. et alors là, c'est votre premier pas. À la rigueur, voilà, là, c'est votre premier pas. Vous faites l'atelier du jeu avec le sommet, vous élaborez votre arbre, comment je vous accompagne à le faire. Et si tout ça, ça fait sens, vous passez la deuxième porte qui est mon programme. C'est vraiment, Superbe. ça va vraiment vous faire résonance et là va être le premier pas vers la libération et vers la perte de poids ou l'équilibre de poids que vous cherchez. Ça va vraiment être hyper Puis même en important dehors par du rapport à poids, j'ai ça. envie de te dire, je pense que même en dehors du poids, en fait, ça peut aider pour toute autre chose, pour retrouver l'équilibre global ou pour si on ne se sent pas très bien en ce moment ou que C'est ça, l'équilibre. voilà, il faut que ça fasse sens. Et donc, en tout cas, je te remercie infiniment. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette magnifique conférence? Un mot de la fin, je dirais libérer, délivrer. Non. Alors là, je t'explique, il y a tous les parents qui vont te détester là. Parce que je pense qu'ils Non, l'ont entendu pendant un bon moment.
C'est ça. Je pense que vraiment ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout commence par soi-même et que si on est le réceptacle, alors c'est pas un mot, c'est une phrase, hein, mais si on est le réceptacle d'un tout, il faut en avoir conscience pour enfin vivre notre propre libre arbitre. Et c'est là que je dis libérer, délivrer. C'est le mot de la fin, ça serait libre arbitre. C'est que arrêtez de subir et faites en sorte que votre vie, ça soit la vôtre, quoi, et pas celle qu'on a décidé d'écrire pour vous. Magnifique. Bah écoute, Voilà. franchement, merci. Moi, en tout cas, ça me parle énormément ce que tu dis, donc merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Hein. À très très vite. Merci, Caro. Bye.